Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yves Rossetti, que nous avons entendu hier au théâtre. Je vous laisserai vous présenter plus en détail, hein. Je ne fais que la présentation extrêmement rapide des noms. Et Vincent Mignereau. Voilà. Gilles, je vous laisse ce micro qui fonctionne. Ah bah parfait. Et bon, un autre micro devrait venir, mais... Bonjour à toutes et à tous. Merci Claire Gondor de l'invitation. Merci à la Médiathèque de Langres. Je suis ravi de revenir en effet cette année. Donc pour animer cette table ronde sur sensibilité et illusion, donc nous avons la chance d'accueillir Vincent Mignereau, qui est essayiste et qui est spécialiste de divers thèmes qui sont complètement liés à la sensibilité, on va en parler, mais notamment des synesthésies et de la question de l'euresthésie plus exactement. Donc on va essayer de définir aussi ce que c'est et la forme de sensibilité qu'est la synesthésie. Donc pour le dire très vite, ce mélange de divers sens qui seraient mêlés, voire de concepts et de sens qui seraient mêlés et qui donneraient parfois des couleurs au jour, des couleurs à certaines émotions ou des passages entre les sens, qui est aussi par ailleurs, et c'est lié à la sensibilité, un spécialiste des questions d'effondrement écologique, et peut-être y a-t-il là aussi une sensibilité à développer ou à avoir envers la nature, envers le vivant et envers... Ah, petit problème sonore. On va essayer avec tous les micros sont coupés. La dernière option serait de parler très fort, mais est-ce que ça conviendrait à tout le monde? Oui. Bon. En attendant les micros. Voilà, je vous laisse les micros. Mais donc, voilà. Cette question de la sensibilité, nous allons aussi, et des illusions, donc nous allons en discuter avec Yves Rossetti, qui, alors voilà, professeur de physiologie à la faculté de médecine de Lyon, et dont les recherches portent sur notamment la rééducation de certaines fonctions chez des patients qui peuvent avoir, j'imagine, des lésions cérébrales et notamment les liens qu'on peut faire entre action, perception pour stimuler des patients qui seraient dans des formes de perception altérée ou de sensibilité altérée. C'est plus généralement les liens entre les sciences humaines, la psychiatrie, la psychanalyse peut-être, et les neurosciences qu'ils travaillent pour essayer justement d'aborder la sensibilité sous un angle élargi, ni seulement matériel, ni seulement social, mais un angle qui permette d'en comprendre la pluralité de perspectives. Et pour celles et ceux qui peut-être l'ont entendu hier soir, et ça en passe par une compréhension du fait que notre perception du réel est toujours médiée par des formes d'illusion, de remplacement d'un flux d'informations qui est plein de bruit, plein de trous, via le cerveau, via des manières contextuelles de percevoir le réel qui doivent nous rappeler aussi que nous sommes une pluralité de perspectives sur ce réel qui nous entoure, et donc peut-être que notre point de vue n'est pas toujours le vrai, le seul, le bon. Donc là aussi, c'est une éducation à la sensibilité qui peut se faire via notamment la compréhension des illusions du sensible, et puis des illusions peut-être cognitives aussi, qui sont là en permanence entre nous et le réel, et qui sont des médiations peut-être nécessaires à la manière dont on perçoit les objets, l'environnement extérieur, les autres. Et donc, voilà, on va discuter de ce thème de l'illusion et de la sensibilité aujourd'hui, en essayant de comprendre si les illusions sont un mal nécessaire de la perception, ou si elles peuvent nous enseigner peut-être des choses sur la manière dont on perçoit le réel, dont le réel est constitué et dont les autres le perçoivent aussi. Alors, je ne sais pas si le son a encore des difficultés. Tout le monde entend à peu près? D'accord, C'est juste pour savoir si on peut couper les spots qui sont pas utiles et qui sans doute contribuent à la chaleur. Alors, bon, pour le micro, je ne sais pas comment vous voulez vous débrouiller et si vous en ressentez le besoin, mais ce que je propose, c'est peut-être de commencer. Moi, j'en aurais pas forcément besoin pour vous relancer.
puisque j'ai surtout la tâche de l'animation aujourd'hui. Donc je vous passerai aussi mon micro, mais peut-être commencer par une question toute simple en apparence, essayer de définir un peu précisément ce qu'on appelle les illusions. Peut-être aussi discuter de la question tout de suite de savoir si les synesthésies en sont des illusions. Est-ce que parler d'illusions, ça implique de parler de perceptions qui sont subjectives, qui seraient dépendantes de la perspective qu'un individu a sur le monde? Et dans ce cas, pourquoi sommes-nous sensibles, parfois tous de la même façon, aux mêmes illusions? Donc, qu'est-ce que c'est exactement qu'une illusion? C'est pas une hallucination, on est d'accord, c'est pas une perception normale non plus. Comment on la définit? Peut-être Yves Rossetti Alors, c'est très compliqué de définir les illusions. On peut les définir très rapidement en disant qu'une illusion, dans la vie de tous les jours, c'est lorsqu'on a l'impression que notre perception ne nous restitue pas la réalité. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, sachant que notre perception est toujours une interprétation de la réalité. L'autre extrême, brève définition de l'illusion, c'est de dire que le concept d'illusion est un non-sens, puisque de toute façon, on ne perçoit jamais la réalité. Et beaucoup de spécialistes des illusions qui réfléchissent à l'utilité de ce concept concluent qu'effectivement ce concept est parfaitement inutile. Et en même temps, pour tout de suite faire l'avocat du diable, mais il y a évidemment des perceptions dont on se rend compte a posteriori qu'elles ne reflètent pas un réel objectif dans lequel tout le monde pourrait se reconnaître. Que ce soit des choses aussi simples que de voir que la lumière dans l'eau diffracte de manière différente que dans l'air les rayons lumineux, de sorte qu'on peut avoir l'impression d'objets brisés dans une piscine transparente alors que l'objet ne l'est pas, ou évidemment des illusions d'optique dont on peut prouver, on l'a bien vu hier dans votre conférence, que ce sont des perceptions fausses ou altérées qui ne correspondent pas à une mesure, par exemple géométrique, de deux objets. Pour les illusions de Müller-Lyer, si vous étiez là hier, vous vous en souvenez peut-être, ce sont des segments dont la perception est altérée selon que les angles soient rentrants ou sortants à l'extérieur de segments de taille en fait égale. Idem avec l'illusion de Jude, où nous avons des segments qui paraissent de taille inégale selon les angles qu'il y a au bout. Peut-être est-ce dû d'ailleurs à notre culture architecturale qui nous fait penser à la perspective quand nous voyons des angles. Mais dans ce cas, ça voudrait dire que les perceptions sont parfois justes vis-à-vis du réel, et parfois il faut que le jugement les corrige, les rectifie. Alors, j'aimerais éviter cette facilité qui pourrait consister à dire qu'il y a des perceptions qui sont justes et d'autres qui sont fausses. Je préfère choisir de dire que nous avons des interprétations qui nous rapprochent du réel et d'autres qui peuvent nous en éloigner, mais en aucun cas qui ne sont le reflet de la réalité. Et donc quand on dit qu'une interprétation ou qu'une perception, qui ne peut pas ne pas impliquer d'interprétation, nous rapproche du réel, c'est tout simplement parce que dans notre expérience et dans notre interaction avec le monde, cette perception est utile. Vous pouvez par exemple, dans une illusion très simple qui consiste à avoir des ronds entourés d'autres ronds qui sont plus gros ou plus petits, avoir une perception de taille complètement erronée de ces cercles qui sont positionnés au centre. Alors, d'un point de vue perceptif, le fait que votre cerveau ou votre système perceptif augmente la distinction entre les éléments, c'est-à-dire augmente les contrastes, c'est le but même de la perception. Le but de la perception, c'est de prélever dans la continuité de la matière qui nous entoure des signaux, et donc de les différencier au maximum les uns des autres. Et donc très facilement, si vous avez deux personnes qui discutent ensemble et vous voulez en parler avec quelqu'un d'autre, vous direz le petit, la grande, etc., etc. Donc on cherche à les distinguer pour faciliter l'identification de chacun des objets qui nous entourent. Mais en faisant cela, on augmente la différence réelle qu'il y a entre les deux. Et c'est ce qui se passe dans cette illusion. Donc la perception ici est utile parce qu'elle permet de différencier les différents points en fonction de leur taille, et dire ça c'est les petits, ça c'est les grands. Mais ça c'est utile pour la distinction, mais ça nous éloigne de la réalité. Donc la notion de jusqu'où l'illusion nous éloigne de la réalité, mais peut être utile, est pour moi quelque chose qui reste assez ouvert, même si, grosso modo, j'aime dire, il y a des perceptions qui nous éloignent de la réalité et d'autres qui nous en rapprochent. Et là où peut-être la question est la plus évidemment posée, ça n'est pas par les scientifiques ou la vie de tous les jours, c'est lorsque
des artistes utilisent des illusions, parce que là, l'illusion est délibérément mise en œuvre afin de non seulement questionner notre perception, questionner notre rapport au monde, et peut-être questionner la question de notre point de vue et de l'effet de notre point de vue sur le monde. Alors Vincent Mignero, peut-être à votre tour, la définition que vous donneriez de l'illusion, est-ce que c'est une perception qui nous rapproche moins de la réalité que des perceptions, on va dire, plus ordinaires, et peut-être faire le lien avec votre sujet de prédilection, les synesthésies, est-ce que ce sont des illusions ? Alors je serais assez d'accord avec Yves, même totalement d'accord pour cheminer vers la révocation de l'idée que la représentation serait de toute façon, quoi qu'il en soit, fidèle au réel. Je crois qu'on peut peut-être abandonner l'idée. C'est toujours une reconstruction qui falsifie quelque part ce réel qu'on peine à essayer de reconstruire par le truchement des sciences, mais qu'on ne reconstruit jamais vraiment dans son authenticité. Et le cerveau ne fait pas beaucoup mieux qu'essayer. En revanche, il produit effectivement des représentations dont on peut quand même garantir l'utilité au quotidien, puisqu'elles servent à l'adaptation. Mais ces représentations qui nous servent et qui sont fonctionnelles, elles sont aussi peut-être fonctionnelles parce qu'elles reçoivent une validation collective. C'est-à-dire que quand on exprime son monde intérieur d'une façon ou d'une autre, ou lorsqu'on se comporte, lorsqu'on se déplace par exemple par rapport à ce monde intérieur, en commun avec un espace où il y a d'autres personnes, il va falloir que le monde intérieur corresponde d'une façon ou d'une autre au monde intérieur d'autres personnes, pour échanger verbalement également. Et cette validation collective, elle joue aussi sur ce qu'on considère ou pas collectivement comme étant des illusions ou pas. Dans le champ de la psychiatrie, on sait désormais que la schizophrénie, qui peut être un certain pourcentage d'humains vit où qu'ils se trouvent sur la planète, dans quelques communautés qu'ils se trouvent, eh bien, les délires ou les sensations illusoires ou les hallucinations que vivent les schizophrènes n'ont pas du tout la même réception en fonction de la communauté dans laquelle ils vivent et sont parfois considérés comme des hallucinations et des illusions sans discussion possible par l'environnement, par la culture qui entoure cette personne, ou comme un cheminement vers une forme de vérité, quand c'est un chaman qui témoigne d'un délire et qu'il transmet à la communauté et qui dit exprimer quelque chose de la nature. Bon voilà, c'est une discussion qui touche, qui convoque nécessairement le culturel et le collectif. Alors, effectivement, la synesthésie vient se glisser dans cette question. C'est une expérience que je vis, donc je ne m'en fais que le témoin. Il se trouve aussi que j'ai essayé de la comprendre, ou en tout cas de formuler quelques hypothèses pour trouver l'origine, la cause, l'explication. Je ne m'exprime pas du tout sur le champ de la recherche en neurosciences qui essaye elle aussi de trouver la cause sans la trouver définitivement. On est toujours en train de discuter de la raison pour laquelle un pourcentage, entre 4 et 20% en fonction des études de la population vit des synesthésies. Je peux peut-être en rappeler la définition. Alors la synesthésie, c'est... je vais faire une définition compliquée au départ et puis je vais expliquer. C'est lorsque le travail commun des capacités d'intégration et d'interprétation du réel, du cerveau, se montre à la conscience. C'est ma définition. Quand je dis travail commun, ça veut dire que vos sens, autant que vos idées, que vos langages, vont pouvoir, lorsqu'on est synesthète, travailler ensemble, c'est-à-dire se manifester comme coopérants. Par exemple, un synesthète graphème couleur va, lorsqu'il lit un texte, toujours voir les lettres avec des couleurs associées aux lettres, toujours les mêmes couleurs aux mêmes lettres. C'est une synesthésie. Alors les synesthésies ont plusieurs propriétés. Elles ont la propriété d'être permanentes, d'être irrépressibles, de ne pas être influençables par la volonté. On ne peut pas dire « je ne veux pas voir le A jaune ». Le A sera toujours jaune à la lecture. La synesthésie est mémorable. On peut se rappeler, même sans avoir un A sous les yeux, que le A est jaune, le A va être jaune en tête. D'autres synesthésies, les plus populaires, sont peut-être les synesthésies auditives ou musicales. De plus en plus de compositeurs témoignent visualiser leurs œuvres avant de les écrire sur la partition. Et donc, autre propriété de la synesthésie qui pourra nous faire continuer la discussion sur les limites, les frontières, la synesthésie étant toujours couplée à une information provenant du réel et une information qu'on pourrait qualifier de vraie, elle n'est pas une hallucination.
première réponse à cette distinction-là. Elle n'est pas une hallucination, c'est-à-dire qu'elle correspond donc toujours à un stimulus réel. Et donc, par exemple, un musicien qui verra sa musique, si par exemple il lui prend l'envie de tourner le dos à l'enceinte qui émet la musique devant lui, s'il tourne le dos, il va avoir la représentation de la musique derrière lui. De la même façon que vous, si vous vous retournez face à une enceinte, vous entendrez le son derrière vous, c'est bien votre cas. Eh bien, le cerveau va construire une représentation imagée, colorée, de la musique, mais derrière le corps. Alors qu'on est bien d'accord que le regard ne peut pas se projeter à l'arrière du corps. Donc le cerveau est capable de combiner des informations ou de transposer des informations d'une modalité, on dit, à une autre, tout en gardant la fidélité de l'information. C'est très important, c'est là où on distingue vraiment la synesthésie de l'illusion ou de l'hallucination. C'est qu'on ne peut pas non plus dire qu'une synesthésie est une illusion au sens qu'elle serait infidèle à la réalité. Ce n'est pas le cas pour ce qui en est connu aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si ça suffit comme préambule, peut-être. Tout à fait, non, c'est très intéressant comme définition. Alors, ça pose de nombreuses questions, mais peut-être pour revenir vers Yves Rossetti, vous êtes aussi médecin, et en ça, évidemment, la médecine pose la question du normal et du pathologique. Il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes perceptifs qui les éloignent radicalement du réel commun. Alors, dans ce continuum que vous avez voulu tracer en disant qu'il y a des perceptions proches du réel, d'autres plus loin du réel qu'on appellerait illusion, alors où se situent les hallucinations, où se situent les synesthésies, et qu'est-ce qui est à accepter, qu'est-ce qui est à corriger ou rééduquer? Lourd programme. Ça marche? Ça marche alors, premièrement, on peut essayer aussi de définir les hallucinations. Je crois qu'on ne l'a pas encore fait. Et les hallucinations, c'est pour l'individu qui en présente, c'est de faire l'expérience d'informations sensorielles en absence de stimulus qui va les déclencher. Donc par rapport à une distorsion quand on reprend la définition de base de l'illusion qui est une distorsion du réel, l'hallucination est plutôt la fabrication d'un percept en dehors de toute stimulation présente. Donc on entend des voix, on entend des sons, on voit des choses, donc il y a des hallucinations dans les différents registres sensibles. Et donc de ce fait-là, on peut les considérer comme étant pathologiques dans la mesure où elles nous éloignent systématiquement du réel, puisque ça ne correspond pas à des choses qui sont visualisées, qui sont réelles. Mais quelle est la limite avec l'imagination, du coup? Quand on imagine quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Vous pouvez imaginer une licorne, un dragon, ce que vous voulez, ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes en train d'halluciner? Donc la différence entre les deux, c'est qu'en général, en règle générale, très générale, lorsque vous imaginez, vous savez que vous êtes en train d'imaginer, alors que lorsqu'un patient est en train d'halluciner, il prend ça pour la réalité. Il a l'impression que c'est réel, argent comptant, c'est sonnant trébuchant en face de lui, que les choses se déroulent. Et donc ça pose des problèmes parce que, pour une des raisons qui a été mentionnée tout à l'heure, ce n'est pas une réalité qui est partagée par les autres membres qui sont présents avec lui. C'est ce qui permet parfois d'arriver à savoir que c'est une hallucination et ce n'est pas la réalité. Alors à partir de quand il faut décider de rééduquer ou de soigner ce type de symptômes-là, je pense qu'on peut imaginer que dans un certain nombre de disciplines ou de productions artistiques, ces choses-là puissent être utiles, que ce soit l'imagination bien sûr, mais aussi peut-être des hallucinations. Et je pense que la demande doit en être faite par le patient qui se plaint parce que ça le dérange et parce que ça pourrit complètement sa vie, d'avoir l'impression constante qu'il y a quelqu'un qui lui dit ce qu'il doit faire dans la tête, ou parce qu'il entend des voix qui disent du mal de lui, ou parce que, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié au vécu subjectif du patient. Est-ce qu'il en a assez d'entendre ces voix ou pas?
Merci. Vincent Mignaro, peut-être pour rebondir là-dessus, est-ce que les synesthésies ont été considérées comme des pathologies? Est-ce qu'on doit considérer qu'il y a quand même parfois des aspects perturbants à percevoir des synesthésies? Est-ce qu'au contraire, ça révélerait la nature peut-être plus profonde du réel que ce qu'une perception ordinaire découpe en qualité, la auditive, la perceptive, la des couleurs, la des formes, alors qu'au fond tout est mêlé peut-être dans le réel véritable auquel le synesthète accéderait un peu plus directement que l'homme ordinaire? Cette question mériterait elle seule 2 heures de réponse. Effectivement, savoir s'il faut, je rebondis sur la première partie de la question, savoir s'il faut traiter, c'est un mot assez vilain, mais traiter ou réparer, ou enfin, éradiquer, ou quelque chose qui est de l'ordre du vécu subjectif, c'est une question lourde. La psychiatrie, alors je fais une petite parenthèse, la psychiatrie en France accuse un certain retard sur la compréhension de certains phénomènes pourtant bien connus dans d'autres pays tout aussi développés. Voilà, c'est une espèce de paradoxe français, la psychiatrie en France. Et aujourd'hui, la psychiatrie exprime simplement, si vous avez quelque chose qui vous pose problème et que vous revendiquez que ça vous pose problème, on peut essayer de vous accompagner. Si par exemple vous entendez des voix et que ça ne vous pose pas de problème, c'est parfait. Voilà. Il y a un certain pourcentage de la population qui entend des voix qui ne sont pas sa propre voix. Ça, parfois entendre sa propre voix, mais il y a des personnes qui entendent des voix au quotidien, mais ça ne les gêne pas du tout. Et bien, elles ne sont pas schizophrènes, et il n'y a pas de raison de les accompagner. Donc de la même façon, quelqu'un qui aurait, imaginons, des hallucinations ponctuelles non gênantes, ou qui aurait des problèmes sensoriels qui généreraient des illusions, si celles-ci n'étaient pas gênantes ou handicapantes, il s'agirait du désir de la personne de se faire accompagner ou pas. Donc ça, c'est une première approche différente aujourd'hui en psychiatrie. Un exemple typique qui rencontre la question de la synesthésie. Longtemps mal comprise, la synesthésie a été confondue avec des hallucinations. Chez certains qui témoignaient être anxieux par ailleurs ou avoir des difficultés sociales par ailleurs, mais qui ajoutaient dans leur témoignage « j'ai des synesthésies », mais qui ne savaient pas que c'était des synesthésies, et qui disaient par exemple « écoutez, moi, les parfums, je les vois. Lorsqu'il y a une odeur qui circule dans mon environnement, il y a une masse colorée, texturée. Je peux mettre ma main dedans et c'est comme une matière qui m'entoure en permanence parce que je vois tous les parfums. D'accord ? Eh bien, un psychiatre qui est mal informé, qui ne connaît pas la synesthésie, va transposer ça en disant que cette personne a une hallucination sensorielle et que peut-être c'est une personne schizophrène, donc il faut l'accompagner de cette façon-là, ce qui va mal orienter la personne de fait. L'autre question, la dernière question la plus complexe, de savoir si la synesthésie est une fenêtre différente sur le réel, c'est la question effectivement que j'ai entrouverte il y a une quinzaine d'années, mettons, au regard de mon expérience. Pourquoi ? Parce que, effectivement, phénoménologiquement, mon monde intérieur est composé de 2 modes qui sont très très différents. Donc j'ai pris tout à l'heure l'exemple de la musique, qu'on perçoit tous en 3D. Hein. Mais effectivement, moi je la vois aussi, donc s'il y a un coup de klaxon derrière moi, je vais avoir une image de klaxon derrière moi. Ça veut dire que mon esprit, les limites de mon esprit merci beaucoup. Les limites de mon esprit sur le plan synesthésique ne sont pas du tout les mêmes que celles de ma réflexion, la réflexion que je devrais avoir par rapport au coup de klaxon sur il faut que je me déplace pour éviter d'être écrasé, par exemple. Et si, par exemple, je parle d'autres synesthésies qui sont parmi les plus fréquentes, les synesthésies dites du calendrier. Donc les synesthésies dites du calendrier sont de plein de formes différentes. Donc certaines personnes voient des rubans devant elles. Alors, les synesthésies peuvent aussi être à l'intérieur, on va dire, de l'esprit, c'est-à-dire ne pas se projeter en avant, dans le monde extérieur, dans l'espace extra-personnel, on dit. Donc elles peuvent être intrapersonnelles ou extrapersonnelles, mais les personnes qui voient leur calendrier à l'extérieur d'elles le voient parfois de façon torique, c'est-à-dire comme un boudin, enfin comme une bouée si vous voulez. Et elle se place au milieu de cette bouée, de cette forme torique.
Donc elles vont par exemple voir le lundi ici, le mardi là, le mercredi là, et puis le jeudi ici, etc., jusqu'à revenir devant elles. Ça veut dire que leur esprit, pour se situer dans la semaine, va se déplacer autour du corps, sans s'inquiéter du tout des limites du corps. Par contre, lorsqu'on va demander à la personne à quelle date on a rendez-vous avec elle, elle va témoigner d'une séquence tout à fait linéaire, d'une temporalité linéaire. Elle va s'inscrire dans un calendrier dont la nomenclature est partagée, dont le collectif peut en faire quelque chose. Donc la personne en face va convertir cette information en un calendrier en quadrillage classique qu'on peut ranger dans qu'on peut écrire dans son agenda. Donc il y a quelque chose de très personnel, on dit idiosyncrasique, qui n'est pas partageable. On en partage une petite information, une petite part de l'information qui est compréhensible, et l'autre peut en faire quelque chose. Est-ce que pour autant, le synesthète a un accès fondamentalement différent au réel que l'interlocuteur qui n'est pas synesthète? Cette question est ouverte, bien sûr. L'hypothèse que je propose, c'est effectivement d'envisager que cette modalité de traitement de l'information serait, tout est au conditionnel, un héritage évolutif. L'hypothèse serait qu'en gros, notre esprit qui a des besoins d'exprimer le réel sous forme langagière, qui a des besoins pour des raisons, là aussi, qu'il faudrait 2 heures pour développer, de cloisonner les informations, de les compartimenter, de circonscrire les objets. Nous savons faire ça, nous les humains. Ce n'est pas une fonction qui est partagée dans tout l'ordre du vivant, même s'il y en a, même si on peut éventuellement l'observer à l'état prototypique chez d'autres espèces. Nous sommes l'espèce qui est la plus capable de cloisonner les informations. La synesthésie, c'est un peu le contraire. C'est quelque chose qui décloisonne et qui fait correspondre entre elles les informations et les fait se combiner indépendamment du choix de la personne. Donc vous voyez, il y a plein de différences qualitatives. On ne maîtrise pas la synesthésie, on essaye de maîtriser les langages ou les objets de pensée, puis on les partage. On essaye d'exercer notre intention, notre maîtrise sur les sujets, et puis on peut les construire. On construit les langages, on apprend à construire le langage. On n'apprend pas à construire la synesthésie. Elle se construit, elle n'est pas la même à 4 ans qu'à 18 ans. Elle se construit, mais ce n'est pas nous qui l'avons choisie. Voilà. Ou on n'a pas eu d'enseignement de synesthésie. Alors, c'est un préambule. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le règne du vivant, l'information n'est pas cloisonnée, n'est pas circonscrite, n'est pas réduite en langage, n'est pas convertie en séquence continue, et que le monde intérieur, l'Umwelt, du règne vivant qui aurait un minimum de système nerveux, serait une forme d'expérience de traversée, un peu comme on pourrait exprimer la synesthésie, être traversé en permanence par une information qui ne serait pas saisissable, immobilisable, pour la traiter à la façon d'un humain. Voilà l'hypothèse assez grossièrement décrite. Non, c'est très riche et très stimulant, je pense, pour tout le monde. Ça fait écho à propos qu'avait Yves Rossetti hier également, en écho à Bergson et au rire de Bergson, sur les mots et les concepts qui sont parfois des raccourcis et des étiquettes placées sur la continuité d'une durée, d'un flux ou d'un courant perceptif qui nécessairement est simplifié pour être communiqué, pour être fonctionnel, parce qu'il y a l'urgence de l'action, parce qu'il y a la nécessité de la compréhension intersubjective entre des sujets qui ne perçoivent pas le monde différemment, mais qui doivent bien utiliser le même langage. Alors, je voudrais vous poser à tous les deux, mais peut-être on va commencer par Yves Rossetti, une question qui va déplacer un tout petit peu l'angle, parce que là, pour l'instant, on parle des adultes, mais qui va questionner au niveau de l'enfant, qui est un niveau qui, moi, m'intéresse. J'ai travaillé sur la perception des petits-enfants. La part de nature et la part de culture, tout simplement, qu'il y a dans notre perception. On a l'impression que tous les deux, d'ailleurs, vous parlez à la fois de la perception comme guidée par des modules innés, hérités d'une histoire évolutive qui nous a permis de survivre parce que nous avons parfois des manières de percevoir le réel qui sont soit essentialistes et peut-être un peu rapides, mais un peu approximatives, mais des constructions utiles. Repérer un tigre derrière des buissons, c'est quand même très utile à la survie évolutive. Parfois, nous avons aussi des modules innés qui nous délivrent justement le réel de manière peut-être plus continue, à la manière d'un flux. Nous avons ensuite la part d'expérience subjective de l'histoire personnelle de l'individu, qui va faire
que ses perceptions sont toujours relatives par rapport aux expériences vécues qu'il a eues juste avant. L'exemple classique chez Berkeley, par exemple, c'est de dire que l'individu qui vient d'un environnement froid va éprouver un environnement tiède plutôt comme chaud, alors que celui qui vient d'un environnement chaud va l'éprouver plutôt froid. Donc la relativité de l'histoire subjective de l'individu affecte aussi la perception. Et puis le troisième niveau, ça serait l'intersubjectivité, le fait qu'on ait la nécessité de communiquer ensemble à propos d'un même monde. Et finalement, il semble que nos histoires subjectives, nos perceptions subjectives, à la fin, doivent entrer dans un moule à peu près commun, et du langage, de l'objectivité, entre guillemets, qui est celle de se mettre d'accord sur le fait qu'il y a quand même des objets pour tout le monde dans cette pièce, et que nous les percevons tous, quoique sous des angles différents. Alors, est-ce qu'on pourrait traiter du lien entre ces trois niveaux, et en particulier, quand on regarde un enfant, est-ce qu'on doit dire que l'enfant a une perception peut-être plus foisonnante, plus riche que l'adulte, et qu'il entre peu à peu dans l'objectivité, dans la compréhension aussi de la perspective de l'autre? Je crois qu'on en parlait un peu hier. Qu'est-ce qui fait que sa sensibilité s'éduque et peu à peu, finalement, est affectée aussi par toute la vie sociale et le langage aussi, hein. Bon, je sais que ce sont des questions extrêmement vastes, mais vous pouvez peut-être nous donner votre avis là-dessus. Quelle est la part de nature, d'histoire individuelle et d'acculturation dans cette sensibilité? Et puis par exemple, est-ce que l'enfant est plus synesthète que l'adulte? Bon, ce genre de questions-là. Waouh. Ça fait beaucoup de questions potentielles. Alors je ne suis pas un spécialiste du développement. Ce que j'ai envie de répondre par rapport à ça, c'est effectivement que la notion d'interaction avec le monde réel, la notion d'action est absolument fondamentale. Tu as cité Bergson tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que aussi bien les expériences des années 60 qui ont utilisé des chatons et qui ont travaillé sur la notion de période sensible, au cours de laquelle le cerveau établit ses connexions cérébrales et qu'ensuite, si elles n'ont pas été réalisées, c'est irréversible, et même en ouvrant les yeux des chats ou en leur donnant la lumière, ils ont des yeux qui fonctionnent, mais leur cerveau ne lit pas ce qui arrive dans les yeux. Alors, ces expériences-là, elles montrent effectivement qu'il y a des périodes cruciales dans le développement des bébés animaux. Chez l'homme, l'existence de ces périodes et leur durée est toujours discutée. Et on en est au point où on se rend compte que la maturation du système visuel dure jusqu'au moins 20 ans, ce qui est absolument colossal par rapport à ces petites durées qu'on avait chez les chats. Et ce qui permet à la fois de nous rassurer ou de nous inquiéter sur les conséquences éducatives au long cours des enfants. Il ne s'agit pas de leur apprendre à voir pendant quelques années, mais ça dure jusqu'à la fin de l'adolescence au minimum. Et ensuite, je pense que c'est difficile pour moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Vincent là-dessus, parce que pour moi, du point de vue de ce que je vois à travers les neurosciences cognitives, je ne suis pas convaincu que la perception des enfants soit plus riche que celle des adultes. En revanche, ils doivent apprendre à chercher des preuves dans l'environnement, c'est-à-dire que notre perception et notre action et la connexion entre les deux se font progressivement, s'établissent progressivement grâce au retour d'expérience, à l'épreuve de réalité que constitue l'action, l'interaction avec les objets, et c'est comme ça que progressivement, toutes les hypothèses que nous formulons en permanence sur le monde et sur notre corps vont s'affiner, se modifier, évoluer, être remises en question, etc. Donc voilà un petit peu ce que j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment tu veux compléter ça, Vincent. Bon, c'est trop vaste. Effectivement, c'est extrêmement vaste. On se tutoyer. Oui, bien sûr, si je le fais. Voilà. Je te rejoins, je ne pense pas que le monde intérieur de l'enfant soit quantitativement, en termes de quantité d'informations, plus riche que celui de l'adulte. L'intensité du vécu intérieur de l'enfant est une autre question. Et qui ne peut pas être traitée autrement que par des moyennes, parce que l'intensité intérieure du monde des adultes est elle-même variable d'un individu à l'autre, pour des tas de raisons personnelles, de parcours de vie, de construction de l'esprit,
de support génétique. Bon, voilà, on n'a pas tous le même monde intérieur, donc mesurer ça, ça me paraît difficile. Et pour ce qu'on sait du monde intérieur émotionnel, sur le plan émotionnel du bébé, on ne le supporterait pas. C'est probablement d'une intensité telle que la sensation de faim, pour nous, elle serait destructrice. Le pleur d'un enfant qui commence juste à avoir faim est terrible. Bon. Donc l'intensité du vécu de l'adulte est certainement moins grande, pour le mieux sans doute. Quant à la richesse des perceptions elles-mêmes, bon, voilà, c'est cette question-là qui se pose peut-être avec la synesthésie. Alors, il y a plusieurs façons d'expliquer la synesthésie, dont une qui serait une forme d'élagage. Alors, l'hypothèse serait que l'enfant, le nourrisson, naîtrait avec comme fonction principale, comme caractéristique principale de sa perception, que tout soit entremêlé. Voilà. Qu'il n'y ait pas de distinction, justement, par exemple, entre la sensation de faim et la proprioception, par exemple. C'est-à-dire que tout son corps serait faim. Toute l'expérience intérieure de l'enfant, du bébé qui aurait faim, serait une sensation de faim. Donc, terrible. Inquiétante en tout cas, angoissante. Donc voilà, et peut-être que lorsque l'enfant, le nourrisson, ressent un parfum, voilà, sent une odeur, eh bien elle est encore mêlée de sensations tactiles, de motricité, d'autres sens, d'autres fonctions de son corps. Et l'idée serait peut-être que les apprentissages que tu évoquais auraient pour fonction expérientielle de faire le tri, de sélectionner un petit peu les meilleurs parcours dans cet ensemble chaotique ou bruité, on va dire, d'informations, pour que les réseaux de neurones deviennent efficaces pour répondre correctement à la sensation de faim, c'est-à-dire ne plus alarmer d'une façon qui ne permette pas aux parents de répondre correctement, par exemple. Donc de façon de plus en plus adaptée, avec l'apprentissage des horaires, enfin tous ces apprentissages qu'on fait progressivement. Je n'ai parlé que de la faim, enfin, tous les apprentissages sont à faire quand on est un enfant humain si peu mature, ce qui est une autre des grandes différences avec les autres espèces. Donc cet élagage-là, ou plutôt ce cloisonnement progressif des différents sens, bon, c'est ce qui nous permettrait de mieux les traiter. Et alors vient se poser par-dessus ce parcours développemental l'hypothèse que tu évoquais, celle du rapport, du conflit entre la nature et la culture, la construction des récits collectifs qui nous permettent de communiquer sur une définition commune du monde. On va simplifier, mais on pourra dire comme ça. Et bien, il faut des langages, il faut des objets de pensée, il faut des accords, des validations sur ces objets de pensée et ces langages pour qu'ils soient partageables, etc. Et effectivement, l'humanité est tout de même une espèce toute particulière depuis 300 000 ans, et probablement le genre Homo aussi pour partie. Nous sommes cette espèce qui a, au fil du temps, appris à déréguler l'exploitation de son environnement. On a appris à ôter plus d'énergie et de ressources dans notre environnement que les autres espèces, et on en a tiré des avantages. On est mieux adapté, en tout cas parmi les humains qui ont réussi à arriver jusqu'à nous aujourd'hui, nous sommes les héritiers d'humains qui se sont mieux adaptés que toutes les autres espèces autour d'elles et autour d'eux. Mais ça pose la question, si nous, en tant qu'humains, avons ce talent ou cet héritage aussi funeste pour d'autres raisons qui nous expose à un avenir délicat, si nous avons ce talent à prendre plus de ressources que nos congénères dans les écosystèmes, finalement, si nous avons ce talent à les détruire, ou cette capacité à les détruire, à les abîmer, est-ce qu'il n'a pas été à notre avantage de construire dans notre esprit une fonction de tri de l'information qui nous permettrait de mieux évacuer tout ce qu'on ne voudrait pas voir? Je simplifie là encore, mais c'est parmi les hypothèses que j'envisage. Au sein d'une théorie écologique de l'esprit, on aurait acquis la capacité à dire, bon voilà, tous les déchets, toutes les carcasses, tous ces animaux, on ne peut pas les voir, on les met ailleurs. Déjà, on ne met plus nos ordures au même endroit. Ça fait très longtemps qu'on le fait, bien avant d'être sédentaire. Voilà, on s'organisait pour ne pas vivre avec nos excréments ou avec nos carcasses en putréfaction. Nous avons, non seulement on parle de cloisonnement et de fonction de tri dans notre esprit, mais nous avons aussi cloisonné et organisé notre rapport au réel et le réel lui-même. Et il y a peut-être une isomorphie, une correspondance entre nos fonctions de territorialisation du monde et d'éloignement du monde. Descola parlerait de naturalisme progressif. Et alors,
qu'est-ce que ça nous dit de ce développement de l'enfant humain au sein de cultures qui auraient cette capacité à cloisonner? Est-ce qu'il n'y aurait pas, au cours du développement, une fonction de répression, justement, de ce monde perceptif qui, lui, fait des connexions avec tout le temps, de type synesthésique, ou en tout cas multimodal, c'est-à-dire qui ne fait pas de rupture arbitraire entre une information sensorielle et, je pourrais dire, motrice et gustative, par exemple. La synesthésie fait des ponts entre le mouvement d'un muscle et un goût. C'est complètement bizarre, mais c'est ce qu'elle fait. Est-ce que les animaux dans notre environnement n'ont pas un monde qui ressemblerait à celui de l'enfance, c'est-à-dire où tout travaille ensemble, mais en étant tout à fait fonctionnel pour une adaptation, pour un monde dans lequel les autres animaux, à part nous, n'ont pas de cloisonnement à faire. Ils sont juste en interaction avec l'ensemble de tous les autres êtres vivants. Nous, on a cloisonné nos interactions avec les autres êtres vivants. Est-ce qu'on n'a pas dû, au cours de notre développement, à l'intérieur de nous, réprimer toutes ces informations qui sont totalement antagonistes avec nos langages, qui eux cloisonnent? Est-ce que la synesthésie ne viendrait pas un peu parasiter parfois? Alors, c'est une question ouverte. Certaines constructions langagières, alors je pourrais vous donner l'exemple d'une étudiante qui sort d'un concours de maths, elle exprime que le résultat c'est bleu. Bon, sa collègue est embarrassée et il y a quelque chose qui ne passe pas dans la communication. Elle ne comprend pas. Donc il a fallu que l'étudiante réponde, bah oui, c'est tel nombre, voilà. Et donc, ces deux mondes-là, qui ne peuvent pas communiquer l'un à l'autre, qui ne sont pas transmissibles, la synesthésie n'est pas transmissible, c'est un monde intérieur étanche, si vous voulez, pour la personne. Est-ce qu'on ne réduirait pas, nous, collectivement, l'information au strict nécessaire pour les récits qui nous arrangent, c'est-à-dire pour une définition de notre rapport au milieu qui ne tient pas compte de tout ce qui est appartenant à notre milieu? Je pourrais un peu préciser et développer si j'ai manqué de clarté. Non, je pense que c'était aussi très clair, mais vous aurez l'occasion en quelques minutes de toute façon de poser aussi vos questions si vous le souhaitez. Simplement pour questionner Yves Rossetti sur ces questions, est-ce que s'il y a un élagage, peut-être un découpage de nos sensations, peut-être une perte aussi progressive, phylogénétique au niveau de l'histoire de l'espèce, ontogénétique dans l'éducation de l'enfant, et des habitudes de perception peut-être illusoires, qui sont prises soit au fil du développement individuel, soit au fil du développement de l'espèce, est-ce qu'il faut finalement rééduquer l'individu à percevoir un monde, alors soit de manière plus unitaire, soit en tout cas à comprendre que son point de vue n'est qu'un point de vue parmi d'autres d'une réalité dont il ne dispose pas en entier. Hier soir, on vous entendait parler de la communication non violente comme d'un moyen de comprendre que notre point de vue n'est qu'un point de vue parmi d'autres sur une réalité dont on ne peut pas a priori savoir si notre version est la version objective et absolue de la réalité. Est-ce qu'on pourrait à la limite élargir cette idée de communication non violente à peut-être au non-humain et à penser en effet qu'une chauve-souris qui perçoit par écolocation a un réel qui se construit d'après une prédisposition sensible assez différente de la nôtre, qui n'a peut-être pas une division en objets comme la nôtre, ou en tout cas perçoit le monde de manière plus phénoménale? Est-ce qu'on doit se dire dans ce cas que peut-être notre manière de diviser les choses en objets est en effet un naturalisme qui a son idéologie, peut-être d'ailleurs une idéologie qui objectifie le réel, qui le marchandise ensuite, qui sait, on peut aller jusqu'à la politique ce faisant, mais qui devrait en tout cas appeler à être relativisé, et ce faisant, comment on éduque les gens à cette sensibilité-là? C'est très large. Oui, j'espère qu'il y aura des questions pour en discuter plus largement. Alors, pour commencer, j'ai envie de rebondir sur une des premières questions où j'avais oublié de dire quelque chose qui tombe bien maintenant. C'est le fait que je parlais des élucidations comme étant quelque chose auquel on croit et qu'on prend pour réel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Canada, par exemple, chez des patients schizophrènes qui ont ces hallucinations, on essaie de leur enseigner à douter. On essaie de leur enseigner à douter parce que ça leur permet d'apprendre à ne plus croire systématiquement à ce qu'ils entendent. Ça leur permet de ne plus croire que les gens sont là pour leur faire du mal, ou d'autres croyances qu'ils peuvent, enfin d'autres certitudes qu'ils peuvent avoir
vis-à-vis de leur environnement. Et donc j'ai beaucoup aimé apprendre que apprendre à douter était tout à fait utile à ces patients-là, parce que c'est exactement ce que je propose avec l'approche des illusions d'optique, qui consiste à prendre conscience que les illusions d'optique peuvent apprendre deux types de choses à deux niveaux, c'est-à-dire dans un premier temps, si nous ne percevons pas le réel, alors l'autre a un autre réel possible. Ça implique une ouverture plus grande à la réalité de l'autre, et d'accepter qu'il puisse y avoir une autre réalité pour l'autre. Ça, c'est le premier point, qui rejoint ce que je viens de dire pour les patients. Et la deuxième expérience que j'aime proposer avec les illusions d'optique, c'est l'expérience du point de vue, puisqu'il existe un certain nombre d'illusions d'optique pour lesquelles la façon de voir les objets qui sont proposés va dépendre strictement du point de vue spatial où on est. C'est le cas des anamorphoses, par exemple. Et hier soir, je montrais ces doubles anamorphoses qui permettaient à deux personnes ou deux patients d'être face à face et de voir des objets complètement contradictoires l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'à la différence d'une anamorphose pour laquelle on a une vue accidentelle de quelque chose qui semble ne pas avoir de sens, on peut tourner tout autour, on ne voit pas ce que c'est, et d'un seul coup, il y a un endroit, une vue accidentelle qui restitue l'intention de l'artiste, on peut avoir ces doubles anamorphoses qui permettent d'avoir ces deux points de vue particuliers et qui font que les patients peuvent être, ou les sujets peuvent être amenés à discuter l'un avec l'autre de ce qu'ils voient sans possibilité de se comprendre. C'est-à-dire que si vous imaginez que que l'objet posé sur la table ici est perçu comme un cercle par Jim et par un carré, et comme un carré par Vincent, ils peuvent discuter à perte de vue. L'évidence du cercle ou l'évidence du carré est telle que ça n'est pas possible de se mettre d'accord. Et on a beau essayer d'imaginer à partir de cette perception-là et de cette perception-là, ces deux perceptions sont tellement accidentelles qu'elles ne reflètent pas la réalité auquel a accès tous les autres points de vue. Et donc, une fois qu'ils ont fait l'expérience de cet enfermement dans leur perspective, d'échanger leur point de vue, d'échanger de place, leur permettrait de découvrir qu'est-ce que c'est que de voir à travers les yeux de l'autre. Et lorsqu'on applique ça à des patients schizophrènes, ils sont absolument sidérés parce qu'ils disent « c'est la première fois que je réalise que ce que je vois dépend de qui je suis en quelque sorte ». Et on se découvre comment cette simple prise de conscience sur un aspect aussi basique, qui est très visio-moteur, parce que c'est simplement d'avoir vu l'objet, d'avoir tourné autour, a des conséquences sur leur capacité de prendre en compte le point de vue émotionnel de l'autre ou le point de vue cognitif de l'autre, c'est-à-dire de mieux accéder aux croyances, aux émotions de l'autre, aux faux pas qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, aux gaffes qu'on peut faire, aux maladresses, etc., et aux intentions. Et je trouve assez remarquable, et ça rejoint aussi la question du développement de l'enfant, c'est-à-dire que ce développement sensorimoteur qui a été beaucoup mis en exergue par Piaget est effectivement, semble assez constitutif de notre capacité de construire des élaborations plus émotionnelles, cognitives, de plus haut niveau. Et on peut retrouver ça aussi bien chez l'adulte qu'on peut le trouver chez l'enfant. Alors, cette question, ce relativisme qu'il faudrait apprendre, qui est aussi d'ailleurs une forme de scepticisme ou d'anti-absolutisme sur son point de vue, on pourrait le définir comme un constructivisme du réel, un peu à la manière moi je pense à Nelson Goodman, un philosophe américain qui défend un constructivisme cosmologique, c'est-à-dire on vit tous dans des mondes qui sont construits par des versions culturelles, par des versions perceptives différentes selon le point de vue dont on part, pour le dire très vite. Et il a cette idée que les sciences, à cet égard, peuvent nous donner des versions évidemment tout à fait intéressantes et légitimes du réel. La physique nous le décrit sous forme de particules, la chimie sous forme de molécules, mais que les arts également nous enseignent quelque chose sur le réel. Il a cette thèse, Nelson Goodman, d'une vertu également cognitive des arts. Ils ne sont pas là que pour nous divertir avec des fantaisies, mais ils nous apprennent la manière dont peut se construire, là une version qui insiste sur les couleurs, l'autre sur les formes, là sur les poids et les volumes, l'autre sur l'aspect aérien, au contraire, ou phénoménal, ou temporel, etc., d'une réalité qui n'est jamais faite que de ces multiples versions. Alors peut-être pour une dernière question que je pose, et à Vincent notamment à propos des synesthésies, on sait très bien que beaucoup d'artistes ont été synesthètes, de Rimbaud à Kandinsky, je crois. Est-ce qu'on doit dire que l'utilisation de ces synesthésies a une portée en art, et au-delà peut-être de l'aspect un peu divertissant de citer Voyelles de Rimbaud et de se dire que c'est amusant, est-ce que c'est aussi une manière par l'art de révéler une vérité sur le réel ? On ne sait pas trop si Rimbaud était authentiquement synesthète, on en doute parce que la figure de style synesthésique qu'il a utilisée n'était pas systématique.
il n'avait pas toujours les mêmes correspondances de couleurs au fil de ses textes. Peu importe en fait, hein, on pourra de toute façon jamais vérifier. La présence de la synesthésie témoignée chez les créateurs dans tout domaine semble être vérifiée. C'est-à-dire que qu'on soit mathématicien, physicien, philosophe, musicien, chanteur, compositeur, enfin peintre, toutes les disciplines artistiques ou créatrices, créatives, semblent plus fréquemment accompagnées de personnes ayant une synesthésie. Qu'elles se rendent compte avoir une synesthésie ou pas. Alors il y a régulièrement des effets de mode où on a la presse qui explique que Marilyn Monroe ou Billie Eilish sont synesthètes, et puis ça fait un article de presse, et puis voilà, il y avait comme ça des marronniers qui reviennent de temps en temps. La question qui se pose est effectivement de savoir si elle a un rôle dans le processus créatif. C'est une hypothèse que j'ai posée, je n'ai pas répondu à cette question, mais j'ai proposé un terme qui qualifie cette expérience-là. Donc j'ai proposé l'euresthésie. L'euresthésie, c'est, alors je le redis, mais la synesthésie, c'est la contraction, l'association du radical aïsthésis, qui est l'esthétique, le sens, et du préfixe syn, qui veut dire ensemble. Donc la synesthésie, ce sont les sens ensemble, la perception ensemble. Et l'euresthésie, c'est un terme que j'ai proposé pour qualifier la découverte à partir des sens. Bon. C'est le même radical que Risco, c'est le radical de Risco et qu'on retrouve dans l'heuristique. Est-ce que les processus sensoriels d'une part, mais à plus forte raison les processus multimodaux de nature synesthésique, lorsqu'ils se manifestent chez un Mozart qui dit se déplacer mentalement dans sa symphonie de manière visuelle, est-ce que le fait que son monde intérieur soit de cette nature lorsqu'il compose l'aide à composer? L'hypothèse que je propose est fonctionnelle. La synesthésie, elle témoignerait d'une fonction du cerveau qui est de traiter le bruit. Le réel, en fait, si on ne le reconstruit pas, il ne hiérarchise pas l'information qu'il nous envoie. Si votre corps n'avait pas appris à faire le tri entre les informations qui se trouvent ici autour de nous, vous ressentiriez au même niveau la chaleur, la pression de votre corps sur la chaise, le flux d'air sur votre bras, l'intensité de la lumière, toutes les informations qui sont autour de vous là. Si votre corps n'avait pas appris à les hiérarchiser et à les traiter en fonction de leur priorité d'importance, vous seriez dans un monde incompréhensible, parce que tout serait au même niveau. La fonction neurologique de la perception, c'est d'apprendre à faire le tri, à hiérarchiser et à donner du sens. Je parle sous le contrôle. Ça va. Bon. Et cette fonction de trouver de l'ordre dans le bruit, c'est une construction. Alors on a peut-être une trame génétique qui nous permet de pré-comprendre quand même le réel, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que fait notre cerveau. Il traite du bruit pour en faire du sens. Dans ce processus, lorsqu'on tente un exercice créatif, eh bien, il y a de l'information qu'on maîtrise. On maîtrise son instrument de musique, on maîtrise l'écriture sur la partition, et on maîtrise... voilà, on a un petit air dans la tête qu'on fredonne, et puis on a envie de le convertir en quelque chose d'inédit. Et quelque chose d'inédit, ça veut dire qu'il y a une information qui ne fait pas encore sens. Il y a du bruit autour de la petite mélodie qu'on a en tête, et qu'on veut convertir en quelque chose d'inédit, de nouveau. Et donc ce bruit-là, c'est le travail du créateur. Lorsqu'un peintre, on pourrait dire qu'une toile blanche, c'est du bruit, dans le sens où il n'y a aucun sens. Tous les rayons de lumière sont réfléchis, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de forme. Une toile blanche, c'est du bruit. Et bien le peintre va faire du sens à partir du bruit. Il va donner des directions aux traits, il va donner de l'épaisseur, de la couleur, il va faire du sens. Est-ce que dans un processus créatif, la synesthésie ne vient pas anticiper la note qui doit venir dans une nouvelle composition, ou le trait de pinceau à mettre au bon endroit, au prétexte qu'elle serait un phénomène fondamentalement sensoriel initialement, dont la fonction première en permanence, c'est de traiter le bruit. C'est ça l'hypothèse. C'est-à-dire que nos sens
faisant en permanence, et bien avant notre conscience, bien avant que nous en ayons conscience, un traitement de filtrage du bruit, est-ce que lorsqu'il se manifeste sous forme de synesthésie lors d'une création, est-ce qu'il ne vient pas aider le créateur à réduire le bruit autour de son intention et à proposer quelque chose de nouveau à partir de quelque chose qui n'avait pas de forme, qui était sans transmissibilité compréhensible par autrui? La réduction du bruit par la synesthésie vient peut-être se transformer en euresthésie. C'est une hypothèse que j'espère peut-être les neurosciences exploreront, j'en sais rien. Alors, dernière question, et puis après on ouvrira à la salle, mais Yves, peut-être pour un retour vers la question de la médecine, mais est-ce que il vous est arrivé de rencontrer des patients qui précisément avaient peut-être à choisir entre une richesse sensible parfois excessive, une exposition au bruit parfois sans doute envahissante, épuisante psychiquement, peut-être surtout après des accidents neuronaux ou cérébraux, disons, pour le dire largement, mais aussi de naissance. Et est-ce que parfois, eh bien, il faut, pour être en bonne santé, céder le pas à des normes sanitaires qui font qu'on recule devant la créativité, de la sensibilité, devant, bon, c'est le choix un peu paradigmatique, mais l'artiste doit-il choisir la santé ou bien l'art? Faut-il choisir l'illusion ou la réalité? Est-ce qu'un médecin a jamais à s'engager dans des débats comme ça avec certains patients, et qu'en pensez-vous de manière plus générale? Alors, c'est une question encore une fois bien complexe. Alors, ça ne m'est pas arrivé de faire face à ce type de patients qui se poseraient la question de savoir jusqu'où leur pathologie leur est utile dans leur créativité. Par contre, ce que ça m'évoque, ce que j'ai envie d'évoquer face à ça, c'est une pathologie à laquelle je suis fréquemment confronté, qui s'appelle l'héminégligence, et dans laquelle les patients ont une lésion dans l'hémisphère cérébral droit, et ils ne perçoivent plus rien de ce qui provient du côté gauche. Ça veut dire qu'ils ne perçoivent plus ni l'audition, ni le toucher, ils ne bougent plus leurs bras, même si leur bras n'est pas paralysé. Donc la gauche n'existe plus, ils se rasent que du côté droit, se maquillent que du côté droit, s'habillent que du côté droit, etc. Et lorsqu'on demande à ces patients, par exemple, de dessiner un bonhomme, de dessiner quelque chose, ils ne dessinent que la moitié. Donc ils vont dessiner un bonhomme avec un œil, un bras, une jambe. Et si vous leur dites mais combien on a de bras, de jambes, ils savent très bien qu'on en a deux. Donc il y a un décalage complet entre la production qu'ils peuvent faire et leur connaissance cognitive. Une forme voilà, j'ai oublié le mot. Anosognosie. Anosognosie, ce qui signifie qu'ils ne sont pas conscients de leur maladie. Mais ce qui est amusant justement, c'est que sur quoi j'allais venir, c'est que ces patients sont parfois implicitement connaissent leur maladie. C'est-à-dire que si vous demandez à ce type de patient est-ce que vous pourriez faire du vélo, est-ce que vous pourriez monter à l'échelle, est-ce que vous pourriez ouvrir un tiroir, donc on les interroge sur des tâches qui nécessitent d'utiliser qu'un bras ou qu'un côté de l'espace, on voit qu'ils vont se donner des notes complètement différentes entre ce qu'ils pourraient faire avec un seul bras et ce qu'ils pourraient faire avec deux bras. Et si vous dites à un patient comme ça, est-ce que vous mettez vos chaussettes en ce moment, parce qu'il faut deux bras en général pour mettre ses chaussettes, ou alors il faut être doué, il faut s'être entraîné, il dit non, en ce moment je suis fatigué, donc je ne le fais pas. Est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous faites en ce moment à l'hôpital? Ben, je reste dans mon lit, pourquoi? Parce que je suis fatigué, et vous n'allez pas faire un tour? Ben non, j'ai pas envie aujourd'hui, mais demain si j'ai envie je le ferai. Ou demain si j'ai envie je ferai telle chose. Donc on voit très bien qu'il y a ces différents niveaux de conscience et d'accès à la réalité. Là c'est une réalité interne, et j'aime bien évoquer ça parce que voilà, c'est encore une fois de sortir du noir et blanc pour montrer que l'esprit humain est beaucoup plus compliqué que ça, a beaucoup plus de strates que ça, et que on touche là aussi à des dissonances cognitives où parfois on a envie de croire que c'est nous qui choisissons la condition ou la perception que nous avons de la réalité, quand bien même nous la subissons. Alors oui, ça peut rejoindre la question des biais cognitifs que vous évoquez, ou la question des dissonances dans laquelle on est plutôt conscient à ce moment-là du fait qu'il y a des choses, qu'on est en conflit entre plusieurs choses. Oui. Là, c'est des patients qui ne sont pas du tout conscients de ce qui leur arrive, mais qui sont capables de le prendre en compte. C'est-à-dire que le patient ne sort pas de son lit. Mais ça peut, n'empêche, aller jusqu'à deux patients que j'ai vus, à qui je disais, est-ce que vous pourriez applaudir? Donc je leur posais la question de façon théorique. Et le patient fait ça, il dit, oui, regardez, je peux applaudir.
Et il fait comme ça, et je leur dis, mais est-ce que vous entendez le bruit? Et là, ils me répondent oui. Donc là, je ne sais pas si c'est de la synesthésie, jusqu'où ça va, mais c'est à partir de la prémisse, la gauche n'existe pas, si je fais ça, j'applaudis, et donc, quelque part, dans mon cerveau se crée le bruit qui n'existe pas. Bien, ce sont des perspectives encore une fois très stimulantes. Peut-être que vous avez sur tout ça des questions, des interrogations. Est-ce que certains d'ailleurs ont des témoignages de synesthésie, d'illusions qui les envahissent parfois, d'hallucinations, je n'espère pas trop, mais enfin, peut-être. Est-ce que vous avez envie de prendre le micro pour discuter avec nos intervenants? Oui. La synesthésie, c'est du tout ou rien chez les personnes où il y a des degrés, on est tous à poil ou pas du tout? Alors, on part de la pseudo-synesthésie jusqu'à la synesthésie qui tutoie le débordement sensoriel gênant. Donc effectivement, il y a une graduation, tous les synesthètes n'ont pas ni autant de synesthésie, ni de la même intensité. Et un synesthète au cours de sa vie n'a pas la même intensité du vécu synesthésique, c'est mon cas. Les synesthésies étaient beaucoup plus prégnantes et puissantes jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Ensuite, le cerveau termine sa maturation. Bon, je pense que c'est ça, l'arrivée dans l'âge adulte, la maturation de mon cerveau qui a fait qu'elles sont devenues moins intenses, elles sont toujours présentes. Mais il faut que je les regarde volontairement, intentionnellement, pour me rappeler qu'elles sont là. Voilà, elles sont plus aussi omniprésentes qu'avant. Donc, et on peut par ailleurs, alors il y a des témoignages de gens qui disent ne pas voir la lettre A, mais ne pas pouvoir penser qu'elle ait une autre couleur. C'est inimaginable pour eux que la lettre puisse avoir une autre couleur que le jaune, par exemple, mais ils ne la voient pas jaune. Et donc là, on est à la frange. On parlerait quand même de synesthésie parce qu'il y a cette rigidité, cette correspondance fixe, permanente tout au long de la vie, sans pour autant avoir le percept lui-même sur le plan phénoménologique. Voilà, donc c'est la frontière sans synesthésie. Après, est-ce que les synesthésies existent malgré tout chez quelqu'un qui n'en témoigne pas du tout? L'hypothèse existe dans le sens où il y a des moments de la vie ou des façons, enfin, des circonstances de la vie qui font que chez tout un chacun, la synesthésie peut apparaître. Alors évidemment, les drogues hallucinogènes font apparaître des synesthésies, ou en tout cas ce qui ressemblerait à des synesthésies. Elles sont décrites comme telles, mais c'est éphémère. Parfois, peut-être, l'hypnose permettrait-elle à tout un chacun d'avoir des synesthésies. Les traumatismes neurologiques peuvent faire apparaître du jour au lendemain des synesthésies chez des personnes. Alors ça, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que j'ai des témoignages de personnes qui m'ont contacté en me disant mais j'ai eu un choc psychologique. Alors c'était rien d'autre que ça, un choc psychologique très fort, dont je ne connais pas la nature, mais la personne était vraiment perturbée et du jour au lendemain, elle a vu son alphabet en lettres couleurs, avec toutes les lettres qui avaient une couleur. Et elle ne l'avait jamais vu, ou en tout cas elle ne se souvenait plus peut-être l'avoir vu comme ça à l'âge de 6-7 ans, et à, mettons, 45 ans, cette personne, hop, du jour au lendemain, elle a vu son alphabet en couleur. Parce que peut-être le traumatisme a désinhibé quelque chose qui est toujours là. Voilà, c'est une question ouverte. Les plaisirs sexuels peuvent faire apparaître des synesthésies. En gros, toutes les circonstances de la vie où on lâche prise. Peut-être que la synesthésie pourrait se révéler chez tout un chacun dans les moments où l'esprit lève les inhibitions, par exemple. Voilà. On pourrait le dire comme ça. Vous pouvez vous faire passer le micro, peut-être? Ouais. Merci pour toutes ces explications. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas bien comprises. Donc, j'ai une question concernant, par exemple, un musicien, un compositeur qui serait donc synesthésiste. Comment interviennent les règles, par exemple, les limites, les règles dans la création musicale avec l'harmonie? On va parler de la musique classique, par exemple. Comment ces règles viennent s'imposer à un compositeur synesthésique? Et pourquoi dans la musique classique, on a beaucoup de compositeurs qui ont repris des phrases qui ont déjà été créées par un autre, mais ils les reprennent dans leur composition? Et comment ça peut se passer? Alors pour la seconde partie de la question, je vais être embarrassé pour vous répondre. Pour la première, la synesthésie n'est pas une illusion ni une hallucination, dans le sens où elle correspond toujours à un stimulus réel.
Et les règles de la musique font partie des codes ou des langages que notre esprit maîtrise. Si la synesthésie accompagne une composition musicale, les règles sont dans la perception synesthésique. C'est-à-dire que, mettons, les notes ont leur couleur, qui est toujours la même couleur pour chaque note. C'est une règle toute simple, mais les couleurs sont fidèles à la note. J'ai une amie qui a l'oreille absolue. Elle entend n'importe quel bruit, c'est très impressionnant, n'importe quel bruit. Donc par exemple, le coup sur une porte de placard, elle va dire c'est un ré. Ça veut dire que dans sa synesthésie, et c'est très intéressant chez elle, parce que cette synesthésie est vraiment multimodale au sens strict, c'est-à-dire qu'elle entend un son, elle perçoit une couleur, elle perçoit une position dans le corps, qui vient donc l'aider à trouver la hauteur de la note, et elle voit le mot de la note. La synesthésie ticker tape, ça veut dire que lorsqu'on entend quelqu'un parler, les mots s'affichent. C'est une synesthésie plutôt rare, mais il y a d'ailleurs un labo qui a travaillé dessus l'année dernière et qui démontre que c'est une réalité. Donc vous entendez quelqu'un parler, hop, les mots s'affichent, écrits, hein, voilà. Et donc, une synesthésie, ça paraît comme ça décorrélé des règles qu'on construit, alors qu'en fait, elle les respecte strictement. Donc un compositeur qui va suivre les indications, s'il y en a, de sa synesthésie, elles ne seront toujours fidèles au solfège. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et la deuxième partie de votre question, c'était tenez plus à la mémoire, en fait. Quelqu'un qui aurait mémorisé ou qu'une phrase musicale qu'il aurait entendue chez un autre compositeur, c'est tellement intégré qu'il la réemploie, il la réutilise sans même... c'est pas du plagiat, pas du tout. C'est une phrase qui... Alors ça c'est indépendant de la synesthésie, je pense. Tout un chacun peut avoir une réminiscence de quelque chose sans même se souvenir de la source. Étienne Klein en a payé le prix, je crois. Voilà, bon, si c'est authentique ou pas, peu importe, on va pas... je ne pourrais pas vous répondre, je ne sais pas si c'est en lien avec la synesthésie, voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Juste une toute petite chose, la synesthésie accompagne effectivement de meilleures capacités de mémoire. C'est tout ce qu'on peut savoir de plus sur la synesthésie en lien avec la mémoire. Voilà, c'est ça, la réponse que d'accord. j'ai. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce que vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît? Est-ce que les voyelles sont toujours de la même couleur chez n'importe quel synesthésiste? Déjà, première question. Et deuxième question, est-ce que de voir des visages, surtout des visages un petit peu partout, dans la peinture, ou est-ce que c'est de la synesthésie? Alors, la synesthésie est idiosyncrasique, c'est un mot compliqué pour dire que chacun a la sienne. C'est-à-dire qu'on a tous nos alphabets de correspondance, avec parfois des correspondances entre les synesthètes. Par exemple, les sons graves sont plus souvent sombres, les sons aigus sont plus souvent clairs, mais là, c'est même au-delà de la synesthésie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on retrouve chez tout un chacun. C'est-à-dire qu'on interprète plutôt les sons clairs, les sons aigus comme étant clairs, et les sons graves comme étant sombres. Ben voilà, les synesthètes font plus souvent ce type de correspondance. Donc les voyelles chez les deux synesthètes peuvent n'avoir aucun rapport dans le code de couleur, le code de correspondance. Par exemple, le A est plus fréquemment rouge, donc il y a quand même des statistiques qui laissent entendre qu'il y a plus fréquemment certaines correspondances, mais ça ne veut pas dire que tous les A sont rouges. Bon, il est jaune et on ne me le fera jamais rouge, quoi. Ça c'est sûr. Pardonnez-moi, la deuxième partie de votre question. Les visages. Les visages. Oui, mais juste un petit truc pour les voyelles. Est-ce que ce serait pas un souvenir de la couleur dans laquelle on a appris à écrire? Il y a des études sur cette question-là. Jean-Michel Huppé en France a notamment écrit sur ce sujet. Oui et non, en ce sens que la synesthésie est aussi une construction, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que les associations, c'est logique, hein, entre les lettres et les couleurs, ou les chiffres et les couleurs, se font au moment de l'apprentissage des lettres et des chiffres, ce qui est cohérent. Et donc il faut envisager que la synesthésie soit une des stratégies du cerveau pour apprendre, pour faciliter l'apprentissage ou la mémorisation. Une des façons de comprendre la synesthésie, ce serait que le cerveau fait tout le temps ça pour tous les apprentissages, et que la plupart des gens réprimeraient ou verraient disparaître cette fonction d'apprentissage, et finalement on n'aurait plus de synesthésie. C'est une des voies d'interprétation de la synesthésie. Voilà,
Les visages. Les visages. Les visages, là, peut-être Yves aura une réponse plus simple. Moi, je pense à des pareils de lit plutôt. Oui, c'est ça que ça m'évoque. Voilà. Justement, pour me permettre de relancer, mais on peut commenter cette question des visages, mais plus généralement, vous êtes spécialiste de physiologie. La question des synesthésies, elle interroge forcément parce que si un signal sonore émet des ondes physiques qui rentrent en lien avec nos organes sensibles, évidemment, il est plus difficile que de se figurer où se situe la couleur en termes de stimuli physiques, puisqu'il n'y a pas de photons qui sont émis d'un klaxon. Donc, qu'est-ce que ça signifie en termes de physiologie? Vous êtes assez ouvert à l'idée que la perception, ça n'est pas que de la réception de stimuli sensibles, donc j'imagine que vous avez aussi un avis sur ces questions. Bon, par rapport à cette question, je pense que très brièvement, Vincent a déjà répondu en disant que puisque les synesthètes n'ont pas tous la même synesthésie, ça prouve bien qu'il n'y a pas de lien entre le stimulus physique, qu'il soit sonore, visuel, et l'expérience synesthésique et l'association qu'on fait. Donc la question c'est comment ces associations sont constituées, et pour l'instant on reste bien... ça reste une question ouverte, quoi. C'est une question assez mystérieuse. Et ensuite les visages... Les pareils de... Alors, oui... En fait, on n'en a pas l'impression. Ça a été évoqué plusieurs fois depuis le début, notamment par Vincent, que notre cerveau fait face à un flot continu de bruit dans lequel il faut inventer du sens. Alors, on a tellement l'habitude d'identifier dans notre environnement des visages, des corps, des églises, des je ne sais quoi, des toits, des lampes, des micros, qu'on sait faire ça au premier coup d'œil, et on n'a pas conscience du travail que notre cerveau fait pour identifier ces objets. Il existe des cas dans lesquels on peut avoir conscience de cet effort, par exemple lorsque vous êtes dans le brouillard, ou que la nuit tombe, vous êtes dans la forêt, vous commencez à chercher votre chemin, et vous voyez apparaître des formes, et vous vous demandez est-ce que c'est bien ça que je vois? Et puis il y a d'autres circonstances dans lesquelles c'est encore plus déconnecté de la réalité, par exemple vous regardez les nuages, et vous voyez apparaître un cheval, vous voyez apparaître un visage, etc. Et ça démontre la capacité de notre système d'essayer de donner du sens au bruit qui nous entoure, avec une proportion pour des choses très familières, telles que les visages. Et effectivement, les visages sont une des choses qu'on va le plus facilement fabriquer dans notre environnement. Il y a beaucoup d'illusions qui sont construites comme ça, avec un bouquet de fleurs, vous savez, les tableaux d'Archimboldo, où il y a un bol avec des légumes, des poissons, des machins qui fabriquent des visages, etc. Donc on a une propension très, très rapide à fabriquer des visages avec des signaux qui ne sont pas nécessairement des visages. Mais moi, je peins depuis des années, longtemps. Et dès le début, il y a eu des visages sur mes peintures, et longtemps, il n'y a que moi qui pouvais les voir. Après, quand j'explique, quand je montre le petit endroit où ça se passe, les gens le voient. Mais si je ne montre pas, les gens ne le voient pas. Et moi, je les vois tout de suite. Alors... J'imagine que vous passez beaucoup plus de temps à regarder, ne serait-ce qu'en la peignant votre peinture, que les autres personnes. Et que du coup, vous avez passé votre temps focalisé sur une petite partie dans laquelle vous avez identifié ce visage. Et effectivement, lorsqu'on présente des grandes scènes où il y a enfin, vous voyez ça dans les livres d'enfants, on a des tas de livres d'illusions, des grandes scènes visuelles complexes dans lesquelles on peut trouver différents petits éléments. Très souvent, il faut aller les circonscrire pour que les gens se disent « Ah oui, c'est à cet endroit-là qu'il y a quelque chose ». Il y en a qui sautent aux yeux parce qu'ils sont macroscopiques, on va dire, sur l'ensemble de la scène, et puis d'autres vers lesquels, si on n'est pas guidé, on ne va pas le voir. Donc ça ne me surprend pas beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? C'est oui, à peu près la même question, mais je me demande en fait si à la fin un élagage culturel des perceptions qui est dépendante du contexte socio-historique et du langage qui a été développé, parce que, par exemple, si on est éduqué dans un... Enfin, si par exemple le langage ne parle pas de gauche ou de droite, mais de nord-est, sud-ouest, on ne va pas voir les mêmes choses. Mais les humains, il me semble, ne voient qu'un faible pourcentage du spectre lumière visible. Je voulais vraiment savoir, en fait je repose un peu la même question, mais est-ce que d'un point de vue des hallucinations ou de ce qui est vu de manière extrasensorielle par certaines personnes, est-ce qu'il y a un dénominateur commun ou des ouvrages qui parlent de ça, en fait, du fait que ce que certaines sociétés vont appeler la clairvoyance ou le chamanisme, est-ce qu'il y a des ouvrages qui
Ouais, vous voyez ce que ma question. Je vois ce que vous voulez dire. La synesthésie est souvent convoquée dans les explorations que vous avez nommées extrasensorielles ou paranormales ou surnaturelles. Est-ce que ce vocabulaire vous convient? Moi, je sais qu'elle peut être convoquée. J'ai tendance à avoir une lecture par trop rationalisante, que vous allez trouver peut-être trop rationalisante, et je vais avoir tendance à l'expliquer en termes de fonction, un petit peu comme Yves expliquait la fonction de projection des visages quand on l'observe. Et je vais prendre l'exemple des auras. Les auras, c'est une perception dont l'humanité témoigne depuis aussi longtemps qu'elle peut en témoigner. Il est sûr et certain que des personnes voient des auras sur d'autres personnes ou sur des objets. C'est-à-dire que des personnes ou des objets sont entourés d'une espèce de halo de couleurs, parfois de plusieurs couleurs, avec des arcs-en-ciel de couleurs, et ces personnes ont l'impression même que chaque couleur témoigne d'une part de la personnalité de la personne sur laquelle il y a cette aura. Et je vais peut-être vous embêter avec cette lecture un peu trop rationnelle, mais j'ai tendance à penser que ça correspondrait à une fonction du cerveau qu'on a évoquée, c'est de faire du sens. Et tout un chacun, nous éprouvons des émotions lorsque nous voyons un visage, quel qu'il soit, connu ou inconnu. Ce visage nous plaît, nous déplaît, nous interpelle, titille notre curiosité, nous ressentons des émotions. Les émotions, c'est quelque chose dont le cerveau connaît la source, puisqu'il voit un visage. Imaginons que vous soyez synesthète, d'une synesthésie particulière qui serait émotion-couleur. Le travail du cerveau, c'est de faire du sens. Vous voyez une personne qui vous émeut, d'une façon ou d'une autre. Votre cerveau va associer les émotions liées à la personne à une couleur. Et cette couleur, votre cerveau va la projeter à l'endroit le plus logique qu'il considère, c'est-à-dire à la source de l'émotion. Et de la même façon que le cerveau construit des images sonores derrière vous ou des calendriers qui vous entourent, il est possible, c'est un champ d'hypothèse, il est possible que votre cerveau projette des auras sur une personne. La question est de savoir dans quelle mesure ensuite la personne interprète cette aura comme émanant réellement de la personne qui est vue. Oui, mais ça correspond. Enfin, je veux dire, par exemple, au niveau des auras, au niveau des chakras, il y a aussi des couleurs, enfin, je veux dire, il y a un dénominateur commun, une doctrine qui vient d'ailleurs. Et bien là, on touche à l'utilisation culturelle, historique et dans des pratiques de quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience authentique qui traverse l'histoire de l'humanité depuis toujours, mais pour en faire autre chose, sur lequel je n'ai pas de jugement à donner là, mais c'est pour moi autre chose. C'est-à-dire qu'il y a forcément un récit qui se construit autour de l'expérience synesthésique dont on fait un peu ce qu'on peut ou ce qu'on veut en fonction de la culture à laquelle on appartient. Moi, je m'arrête à je ne sais pas, et je ne peux pas dire, et je pense plutôt pas, je ne pense pas que ces expériences-là témoignent d'une réalité authentique au-delà du phénomène synesthésique neurologique. Et c'est peut-être là où ma réponse vous décevra, mais je crois qu'il faut... Est-ce que vous avez peut-être un commentaire? Non, moi j'ai envie de m'aligner sur la réponse de Vincent. Je ne suis pas particulièrement spécialisé sur cette question-là, mais je suis vraiment rationalisme. Voilà, sur ce je ne sais pas, cette conférence s'arrête. Il est 16h, la librairie ferme à 17h, donc c'est bien, vous avez 1 heure encore pour aller visiter les stands, essayer de faire l'expérience d'une forme de synesthésie littéraire dans la bibliothèque. Voilà, et puis poursuivre un petit peu votre discussion avec les intervenants.